je disais, il y a un aspect, on est en plein dedans parce qu'on écoute et ce qu'on vit là, important même essentiel dans la démarche de Stégère, c'est celui de la formation. Vous le savez, il est en train de mettre en répétition, il met en répétition avec une quinzaine de stagiaires, ici même, 2 textes, Dandin et Bajazet, et il a été doyen de la SPAD à Lausanne, et notamment à Strasbourg, après avoir fait déjà une multitude de stages de jeunesse et sport, après déjà avoir enseigné aussi à Bruxelles, à l'INSAS, il va être amené à enseigner à l'école du Théâtre national de Strasbourg. Donc ici, si vous le voulez bien, il y a 2 élèves, Dominique Muller, qu'on a entendu, puisque c'est lui qui réagissait à Genève, puis Jean-Louis Ourdin, et aussi quelqu'un qui n'était pas un élève, mais qui était autour, qui était étudiant à l'époque, à savoir Michel Deutsch, étudiant, semble-t-il, beaucoup dans les cafés, et qui est un lieu de formation comme un autre. Donc si vous voulez bien, tous les 3, on va essayer quelque chose, si je viens rejoindre, sur qu'est-ce que ça a été, cette rencontre et ce travail avec Stégère. Bon, alors là, moi je vais dans la salle parce que comme je les connais, ils vont faire un numéro. J'adore ça. Fais pas remplir, hein. Oui, si tu veux. Oh, c'est ça. On va résumer ça, mais quand même, c'est une chance de vous avoir tous les 3, et surtout Dominique, si vous voulez peut-être bien commencer. Parce que... Surtout qu'il faut que tu les mettes les 3 pour qu'ils atteignent mon âge. Lequel de nous 3 tu élimines? Il y en a un qui est en là. C'est vrai. C'est toi, Michel. Non. Oui, c'est sûrement moi de commencer. Tu sais qu'André, j'ai déjà fait ça. Parler de toi pendant 20 minutes. On m'a dit. Ah, on t'a dit. Très bien, donc je voulais pas que les autres le sachent. Que toi, tu le sais. Mais on t'a dit au TNS, c'est ça pour l'anniversaire. Bon. Je me souviens plus ce que j'avais dit à l'époque sur toi, d'ailleurs. Alors, oui, je pense que c'est à moi de parler premier parce que je suis rentré une année avant toi. Et toi, tu n'es jamais rentré. On a pu voir. Enfin, pardon. Il est entré quand même. Le café, la taverne, c'était quand même un... Non, mais attention, il est entré comme auteur. Ouais. Alors qu'on ne nous embête plus avec ça. Il est entré au TNS comme auteur, c'est en 75. Plus tard. Oui, beaucoup plus tard. Quand tu as bien préparé le terrain. Voilà. Il y a ceux qui connaissent Stégère, il y a ceux qui connaissent Jourdain, il y a ceux qui connaissent Muller. En fait, oui, c'était quand même important. Salut. C'était quand même important, André, parce que d'abord, il était... C'est un peu comme ça que j'en ai parlé, d'ailleurs, quand je l'ai parlé pour l'anniversaire de la création de l'école. Tu étais quand même la bonne personne au bon moment. Donc moi, c'est comme ça que je parlerai de moi, en fait. Hein. Je parlerai peut-être pas d'autre chose. Pour moi, tu étais, pas sur le plan personnel, ça aussi, c'est André. Oui, ça c'est différent, ça c'est autre chose. On va pas parler de rapport. On va pas parler des gambas et du briques et tout ça, tu vois, et des cochonneries. Mais il y avait, oui, tu étais, je crois, pour nous tous. Alors je dis que c'est pour moi, Jean-Louis dira peut-être quelque chose de voisin, et c'était vrai pour les camarades de mon groupe. Tu en as cité quelques-uns tout à l'heure. Robert Gironès, Rimou, Chailloux, etc., etc. Tu te souviens de tous, tu te souviens bien sûr de tous. Misiane. Il fallait quelque chose. C'était donc, moi, je pense que tu es arrivé à l'école en... Alors non, pour moi, tu étais, je crois, un peu plus tôt. Mais pour moi, tu arrivé à l'école, tu es arrivé en 67, 66, quelque chose comme ça. J'avais fait des coups avant. Voilà. Mais voilà. Alors tu avais déjà pour les départ, je ne sais pas comment prendre la chose, est-ce que je dois parler de toi, de moi, de l'école, Avance. Je reconnais déjà bien Dominique. Oui, je te reconnais aussi. Mais, alors, il était précédé d'une réputation, c'est la réputation dont parlait tout à l'heure Jean.
qui était la réputation d'être un metteur en scène brechtien. Ça, on est d'accord tous. Hein. Et bon, Brecht était évidemment, là je ne vais pas revenir là-dessus, Brecht était évidemment la plaque tournante de tout ça. Pour une raison très simple, c'est que nous, moi j'étais un des plus jeunes, mais bon, on avait en gros entre 17 et 22, 23, 24 ans, je pense, l'ensemble des élèves, des garçons et des filles, qui étaient dans mon groupe et dans les groupes à côté. Et Brecht est celui qui permettait en fait de faire la liaison entre tout. Entre le théâtre, la vie, la politique, un certain formalisme qui existait aussi à l'époque, ça on en parlera peut-être avec Michel. Bon, là tu as joué un rôle. Tu étais plus formaliste que Brecht lui-même. Enfin, bon, on parlera de. Michel, sans doute, parlera de ton côté structuraliste. Enfin, bon, non, ça c'est mon côté. Ça, c'est mon côté baroque. D'accord. Alors, c'est la lutte des formes. Voilà, c'est ça. Le baroque. Donc Brecht était vraiment ce qui permettait, en fait, nous qui avions 17, encore une fois, un peu moins de 20 ans, et qui ne nous demandions qu'une seule chose, est-ce que ça vaut la peine de faire ce putain de métier, et est-ce qu'on est capable de le faire? Donc d'abord, est-ce qu'on est capable de le faire, et ensuite, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Et je crois la grande force de gens comme Brecht, d'accord, en tant qu'auteur, comme Deutsch, mais de gens comme toi, c'est que c'est des gens qui vous font comprendre que ça vaut la peine de le faire. Ça vaut la peine de faire du théâtre. Pas dans n'importe quelle condition. Cette valeur, cette chose-là, elle a des conditions, mais ça vaut la peine. Et c'est d'ailleurs la seule réponse, là je pense que mes camarades sont d'accord avec moi, c'est la seule réponse que nous avions à ce moment-là de nos professeurs, de tous nos professeurs, c'est est-ce que ça vaut la peine de faire ce métier et d'en faire, et de le faire toute sa vie, en fait, et de le faire toute sa vie. Est-ce qu'on peut faire de ça sa vie? Je pense qu'un des grands, et pour moi, là je résume en fait ce que j'ai dit à l'époque devant des gens qui étaient beaucoup plus nombreux ce soir. Pour moi, tu es la personne qui disait ça vaut la peine. Tu le prouvais parce que tu étais, mais ça c'est ce qu'on appelle des personnages charismatiques, on va mettre ça de côté si tu veux. Mais parce que tu disais, parce que tu faisais, avec ces deux points que j'ai retrouvés chez toi ce soir d'ailleurs, qui sont à la fois le combat et l'amicalité. Enfin, tu es à la fois complètement, et c'est sans doute ce que tu as de plus profondément brechtien, aussi bien dans ta personne, certes, mais dans le théâtre que tu fais, dans le théâtre que tu proposes, mais aussi dans le rapport au monde que tu proposes. Parce qu'évidemment, tout le monde l'aura compris. À travers le rapport au théâtre, ce que tu proposes, c'est un rapport au monde. Sans doute que tu ne le trouverais pas, ce rapport au monde, ailleurs qu'au théâtre. C'est ce dont, en tous les cas, tu m'as persuadé. Ouais. Et c'est pour ça que je t'ai suivi. Donc, c'est ce jeu, hein, c'est ce jeu entre, alors, peut-être que c'est ce que tu appelles baroque, mais c'est ce jeu entre le théâtre et le monde, etc. etc. Donc, cette chose-là, tu l'as parfaitement, cette fonction-là, tu l'as parfaitement remplie, auprès de moi en tous les cas, sans doute aussi un peu auprès de Jean, qui a parlé tout à l'heure. Bon, on verra un peu ce qui reste pour les copains. Non, mais c'est parce que on est ensemble quand même. Et donc, cette chose-là, je crois, elle était déterminante. Et en effet, sous cet aspect-là, enfin le double aspect, le Kampf et l'amicalité, c'était très important. Alors, pour moi, il y a des choses personnelles, qui dépassent le fait générationnel, parce que là, je pense qu'on va voir tous les trois à des degrés divers, qu'on est bien d'accord tous les trois pour dire que c'est un fait générationnel. Ça, je ne sais pas comment vous dire. Il y avait évidemment pour moi quelque chose qui peut-être, d'ailleurs, ça se retrouve aussi chez les gens. Évidemment, pour un Alsacien, un Suisse, c'est pas si mal. Parce que, ah oui, puisque comme dit Michel Deutsch, un Alsacien, c'est un Belge qui n'a pas pu arriver jusqu'en Suisse. Non, je dis Alsacien pour un Suisse, pardon, pour un Alsacien, un Suisse, c'est pas si mal, d'une part parce qu'il est un peu plus français que lui quand il est francophone, et il est bilingue, si tu veux. Et ça a joué un rôle très important. Jean a dû devenir bilingue, il y est arrivé, d'après ce que j'ai compris.
c'est aussi une chose importante, ça. Pour moi, ça a été une chose importante. Michel en parlera peut-être aussi un peu. Le fait qu'on est sur deux... Bon, là, on est bien placé dans ce pays. Le fait qu'on est sur deux cultures, enfin, tout ce que tu dis sur, au fond, tout ce qui t'intéresse, sur la distance, etc., tu l'as aussi, parce que toi aussi, tu es d'une certaine façon germaniste, d'une certaine façon. Donc, on a cette double chose, toi et moi, en commun aussi. Et je pense que ça a joué un rôle, si tu veux. Sans compter que ça a permis de faire... À ce moment-là, l'ensemble de la théorie est allemande, de toute façon. Donc, je veux dire, qui dit Brecht, genre, dit Benjamin, etc., c'est-à-dire tout un réseau culturel qui se constitue autour de ce nom-là. Et tout ça aussi, tu y participes, puisque tu as toujours 30 bouquins. Hein, les gens parlent de tes cigares, enfin bref. Tu avais toujours 30 bouquins sous les bras. Maintenant, j'ai plutôt 30 cigares et plus qu'un bouquin. C'est parce que rapporté. Non, c'est parce que l'époque est mauvaise. Oui. Mais quand l'époque était bonne, tu avais des livres, si tu veux, moi aussi. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Moi, j'ai pas les cigares, mais j'ai la voix cassée, ça revient au même. Donc là-dessus, si tu veux, il y a aussi tout un champ d'activité. Mais là aussi, enfin, les livres, alors, des noms ont été cités, hein, c'est Roland Barthes, etc., enfin, c'était en plus pour nous, la présence d'André, mais ça c'est la réputation de Brechtien, d'intellectuel, y compris de dogmatique, s'il le faut. Parce que je veux dire, si un intellectuel n'est pas un minimum dogmatique, alors bon, tu vois, c'est pas un bon intellectuel, enfin, il faut tout, bon, bref. Donc, si tu veux, tout ça aussi, tu étais aussi dans la bibliothèque, ben, tu vois, tu te souviens, tu étais tout ça, quoi. Ça, tu te souviens, oui. Mais et qui était ouvert 24 heures sur 24. Oui, qui était ouvert 24 heures sur 24. Bon, bref. Et tout ça, les livres, les discussions, le théâtre, Brecht, la langue étrangère, bon, tout ça, au fond, ça ne fait qu'illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure. Si le théâtre, c'est tout ça ensemble, alors faites-le. Faites-le. L'autre chose, mais je m'en suis souvenu en te voyant tout à l'heure parler, en t'écoutant. Sur quoi tu insistais énormément aussi, c'est que tu l'as dit tout à l'heure. C'est sur le fait qu'on apprend en étant spectateur. Bon, moi j'ai un peu trop abusé, si tu veux, de ton conseil, mais bon. ça, on verra ça. Il n'a jamais été que dramatique. Oui. Bon. Non, mais c'est aussi le fait, si tu veux, et c'était pas tout à fait... Encore une fois, l'école de Strasbourg, elle était très bonne. Enfin, je veux dire, les gens qui étaient là, enfin, qu'il s'agisse d'Hubert, de Gignoux, il n'y avait aucun problème, J'insiste, je mets simplement le doigt, si tu veux, sur ce que tu représentais en particulier, en fait. Et donc, sur ce point-là, entre autres, avec toi, on avait tout. C'est ça, je crois, le grand avantage. On avait le metteur en scène, l'acteur un peu moins. À l'époque, oui. À l'époque, oui. On avait le metteur en scène, on avait le spectateur, comme tu l'as dit. C'est Loachmol qui m'a fait repêcher. Oui, on avait le metteur en scène, on avait le spectateur, on avait tout ce qui fait le chant théâtral. Et ça, je crois que ça a été une chose... enfin, pour moi, ça a été une chose absolument déterminante. Pour le reste, peut-être, maintenant, je vais laisser la parole. Oh non, je crois que ça va, maintenant, tu as parlé pour les trois. Non, sûrement pas. Moi, je vais arrêter, peut-être. Hein. Non, mais je crois qu'André a raison, parce qu'il va être tard. Non, mais moi, je ne vais pas redémarrer sur ce que j'ai dit cet après-midi, ni rien. Oui, moi, je vais parler, mais j'ai rien dit. Cette allusion permanente à l'après-midi, c'est qu'il y a eu une espèce de colloque, séminaire, une répétition générale pour ce soir. Non, mais Dominique. Mais là, Oui. Là, je ne vais pas faire longtemps, puisque de toute façon, il faut que je dise la parole de Jean-Paul Wenzel, qui n'a pas pu venir ce soir, qui s'en excuse et qui m'a demandé de lire un texte pour André. Mais non, ce que je disais cet après-midi, c'est qu'effectivement, on a été des milliards à naître à Strasbourg grâce à André, avec le fait qu'en accord avec, Hubert avait demandé à André de venir foutre le bordel dans une école que Hubert, qui était le directeur du TNS et de l'école, trouvait trop conventionnelle, dans le sens pas antipathique ou pas... Mais donc il demandait à André et à Gaston Young de venir remuer tout ça, et on a eu la chance de tomber à ce moment-là avec
pour un jeune homme de 20 ans, même si j'avais appris en faisant la coopération, le colonialisme et le politique à l'une des classes à Djibouti, où on voit les Somalis et les Français, enfin... il y avait brusquement une chose où André nous ouvrait la porte du monde avec Godard, avec Marx, avec Brecht, avec Genet, avec tout ça. Il y avait, comme dit Dominique, mais comme le dit récemment Michel, si on n'a pas fait ça. Ah, le numéro des Bach Brothers. Il y en a un qui est muet. Oui. Non, mais le sérieux de ça, moi je suis né à Strasbourg avec la beauté et d'Hubert et d'André, voilà, et où on a appris simplement que le texte et le poème étaient de la pensée, qu'un lieu de répétition était le lieu de la pensée et de la réflexion de tous les artisanats du théâtre et de la poétique. Donc c'était simplement comment être des humains à travers un texte, d'être les interprètes, dans le vrai sens du mot, des langues étrangères que sont les langues poétiques, pour les passer en transparence au public et en intelligence sensible et voilà. C'était politique dans le grand sens du mot et André nous a appris comment se tenir debout dans la catastrophe. Donc je vais dire là, parce que sinon moi je peux parler 3 heures d'André, du TNS et du théâtre. Donc je vais lire la petite truc de Jean-Paul. Jusqu'au dernier moment, je pensais me libérer des répétitions qui me retiennent à Paris pour être parmi vous, avec toi, André. Impossible, j'en suis vraiment désolé. Bon anniversaire, André. Cela va être dit maintes fois au cours de cette journée d'amitié, mais je tiens à ajouter ma voix. Tu as été pour toute une génération d'acteurs, mais aussi de metteurs en scène, notre maître à penser. La vision de la mise en scène, le plaisir charnel de ta direction d'acteur sont restés et restent encore aujourd'hui mon inspiration principale dans chacune de mes entreprises. Et puis, au-delà de cette formidable acuité du travail théâtral que tu nous as montré, je me souviens des discussions politiques que nous avions avec toi, en 67 par exemple, sur la guerre des 6 jours, et qui ont à l'époque infiniment élargi non seulement mon champ de réflexion et de vision du monde, mais aussi ma formation d'homme de théâtre. Mais il est une chose chez toi que j'ai le plus appris, c'est le plaisir, la gourmandise, le côté charnel de la pensée, le vivant. Cette espèce de continuel appétit d'André à ne pas arrêter de réfléchir et de proposer, et de lancer l'imaginaire, ce que rappelait magnifiquement cet après-midi Martine. Je me souviens de cette connivence tellement sensuelle sur le travail de Kragler dans Tambour dans la nuit de Brecht, qui a été notre spectacle de sortie du TNS. Je dis connivence sensuelle parce que, comme dans une relation intime, la compréhension se situait souvent au-delà des mots et des explications. Oui, j'ai aimé et appris de cette connivence, car elle était l'envers du paternalisme ambiant qu'elle renvoyait au rayon des archaïsmes révolus. Et si tu me le permets, André, alors là, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants dans la salle. Et si tu me le permets, André, je voudrais raconter une soirée que nous avions passée ensemble à Strasbourg, où une amie à moi avait entrepris de faire un striptease. Nous sommes en 68. Je te revois l'œil rieur, te frisotant la barbe et disant « C'est du Godard, c'est du Godard !» Godard dont tu venais de nous montrer et commenter la chinoise. Et tous ces souvenirs joyeux et furieux de mai 68. Merci André, merci d'exister. Jean-Paul Vanzel. Oui, c'est vrai, je me souviens très bien de cette histoire. C'était étonnant parce qu'il y avait Emmanuel Delataille de la télévision qui jouait du piano. Tout le monde était un peu beurré. Et la fille a entrepris tout d'un coup de se déshabiller, de se coller contre un mur blanc et de raconter sa vie. C'était un moment vraiment très poétique, très intense, et en même temps pas du tout érotique, quoi. C'était vraiment c'était godardien dans le sens d'une mise à nu réelle d'un intérieur et d'un extérieur, quelqu'un qui se dévoile complètement. Le seul qui était gêné là-dedans, c'était Vanzel. Monsieur Deutsch.
Non, mais moi, effectivement, je ne vois plus trop quoi ajouter, parce que, une fois de plus, je répète ce que j'ai répété cet après-midi. Nous n'avons pas travaillé directement ensemble, et c'est par Dominique et par les camarades de Dominique qui étaient à l'école de la CDE à l'époque, que j'ai connu André, et donc je l'ai connu essentiellement dans un endroit qui s'appelait la Taverne Française. Voilà. C'est les copains de bistrot, quoi. C'est l'histoire de bref de comptoir. Non, mais ce qui est important, c'est que ben, c'est ce que vous venez de voir en réalité. À savoir que André est un pédagogue absolument extraordinaire. Et que, je veux dire, à la limite, notre intervention ici, je veux dire, est presque, bon, c'est un hommage, certes, mais, je veux dire, à part les relances, sur Brest, sur Genet, enfin bon, sur la pédagogie à l'école peut-être, ah bah, André n'aurait pas eu besoin que nous soyons là, en réalité. Il aurait très bien pu faire quelque chose que je n'appellerais pas un cours, mais tout simplement une exposition du savoir, d'un certain type de savoir, qui précisément pour moi était très très important, c'est-à-dire que ce n'était pas un savoir académique. Moi j'étais à l'époque, et je pense que je n'étais pas le seul, de ma génération, puisque nous parlions de génération, enfin Dominique a parlé de génération, nous étions absolument, comment dire, grillés par le savoir académique, par une certaine manière d'amener le savoir, par une certaine contrition devant le savoir. Ce qui était complètement, naturellement, pour des jeunes gens qui avaient 17, 16, 17, 18 ans, qui était complètement paralysant et inhibant. Et il se trouve que, voilà, quelqu'un qui travaillait dans une institution, puisque, bon, la CDE, c'était une institution, qui pouvait être mise en concurrence avec l'éducation nationale, parce que les bâtiments étaient des monuments. Le TNS, enfin la CDE à l'époque, était en plus dans le bâtiment de l'ancien Parlement de l'Alsace autonome, presque autonome à l'époque des Allemands, enfin des Allemands entre 1900 et 1910. C'était une très courte période, mais voilà, il y avait un Parlement alsacien, et la CDE était dans ce bâtiment-là. Bon, à l'époque, je ne concevais pas la chose comme ça, mais en tous les cas, c'était un lieu de parlement. Ce que n'était évidemment pas l'école, ce que n'était évidemment pas, à l'époque, nous sommes avant 68, ce que n'était évidemment pas l'université. Donc, c'était très important pour moi de rencontrer quelqu'un qui parlait de manière plus intelligente que les professeurs que je n'avais plus, parce que je séchais, qui parlait un langage savant, qui en plus avait un pouvoir absolument formidable. Il avait le pouvoir de mettre ce langage en représentation. C'est-à-dire que la représentation du savoir, telle qu'elle se produisait à travers cette pédagogie, mettons, improvisée dans un bistrot par André, pour moi était une chose absolument, j'allais dire, libératrice. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais j'imagine que, enfin si je l'ai vu de l'extérieur là encore, ce qui s'est passé avec 68 à la C2, dans le théâtre, mais c'était déjà une espèce d'anticipation de ça. C'était une libération de ce qui était fondamentalement barré, interdit d'une certaine manière à l'école et encore davantage à l'université. À savoir, bon, ça aussi j'ai dit cet après-midi, mais Blanchot, Barthes, Bataille, tout ça n'était pas possible à l'université. N'était pas possible. C'est devenu possible avant 68. Il se trouve que, à travers André, cette chose-là, pour moi, d'un coup, alors que je lisais ça de manière très, bon, comme ça, d'un coup, il y avait une espèce d'imprimature, excuse-moi, quasi institutionnelle. Parce que le théâtre, parce que le monument théâtre, etc.
Ouais, il faut dire autre chose, non? Ça va? Bon, bien, merci. Merci. Merci, tous les trois. Non, mais reste en Oui, non, il y a une mais- dernière chose, Vas-y, que j'ai notée là à la table, c'est que ce savoir, que cette représentation du savoir telle qu'elle se produisait à travers André, et qu'on a pu voir à l'œuvre tout à l'heure, fonctionnait aussi comme critique de l'institution. Et ça, c'est une chose absolument essentielle, c'est-à-dire qu'un savoir produit hors institution, qui rentre dans l'institution d'une certaine manière, bon, dans l'institution de la représentation, dans le dispositif théâtral, peut fonctionner, peut se renverser contre l'institution. Bon, mais tout ça était une espèce d'anticipation, en effet, de 68, de ce qu'allait devenir l'université en 68. Merci. Si vous êtes d'accord, je pense qu'on est obligé d'avancer un peu. Et donc, on va peut-être d'ailleurs le faire à travers les images, sans forcément pouvoir creuser, comme ça a été fait ici. Donc si on poursuit les images, on a le spectacle important, qui est le premier, je crois, André, de ton retour à Vidi. À Vidi, oui. Donc d'après vos marchés, avec Bernard Bengloan comme dramaturge et auteur, autour de la Révolution française. Autour de la mère coupable, le titre, Beaumarchais. je crois que le titre était là, c'était un spectacle. La Suisse n'avait pas encore connu son mai 68, qu'elle connaîtra qu'en 71, avec toujours le retard suisse. Et donc, moi je ramenais un spectacle sur la destruction du théâtre, sur la déconstruction, comme on a dit plus tard, à travers la mère coupable de Beaumarchais. Parce que Apothéose m'avait demandé de monter à Vidi le Barbier de Séville. Je lui avais dit c'est un peu mince, alors je préfère monter le troisième volet, la mère coupable. Mais c'était pour... J'avais une idée qui était, c'est une Europe, là c'est les bouffons de la République qui sont là, avec Schmitt, là, Avec Éclat, Daniel Morsa, Erika Densler. Et l'idée fondamentale, le titre s'appelait à ce moment-là, et ça me paraît important, la très lamentable histoire de la mère coupable, représentée aussi devant Louis Capet, sur la terrasse de la prison du Temple par des comédiens sans culottes réquisitionnés par la Convention nationale. Alors déjà sur l'affiche ça faisait mauvais effet. Et puis il y avait quand même des allusions, ce qui fait que le spectacle a été interdit à Genève en scolaire. La comédie, on s'est trouvé, pour entrer, les portes étaient fermées. Et alors ça a déclenché un mouvement incroyable dans les théâtres, disons, à l'époque, petits marginaux. Il y a eu les tréteaux libres, il y a eu, le mobile, il y a eu le théâtre haut. Enfin, ils ont tous fait du théâtre de rue pendant un temps pour protester contre l'interdiction de ce spectacle-là. Ce qui m'a valu d'ailleurs de comparaître devant les élèves du collège Calvin qui protestaient contre l'interdiction du spectacle à Calvin. Hein, ils protestaient. Alors on est allé avec Mme Girardin, qui était responsable de culture, et son chef de service, M. Aldenwang, parler du spectacle. Et M. Aldenwang, qui était un homme très respectable, d'ailleurs, a dit « Oui, mais vous comprenez, il y a des farces de Beaumarchais où une fille se tient comme ça, les jambes ouvertes sur un homme qui est étendu à terre. Alors c'est insupportable de voir qui peut... lui voir tout. Or, la comédienne en question, elle avait des rembourrages immenses de fausses jambes et de tout ça. Je disais, M. Aldenwang devrait quand même aller voir son psychanalyste d'urgence, parce que qu'il ait pu voir à ce moment-là la nudité d'une femme alors qu'il y avait des rembourrages de costumes et tout ça, ça paraissait vraiment une fantaisie, comme dirait mon camarade Freud, absolument insupportable. Voilà donc ce spectacle-là qui a fait... D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, Stégère va quitter par quelques étapes Strasbourg, la France, va avoir, et c'est la suite, plus ou moins la suite, voilà. Là, on pourrait faire carrément, si Claude Lemaire et Marc Libens étaient là, et même avec André tout seul, comme l'a dit Michel Deutsch, on pourrait faire carrément un cours, un séminaire. C'est une mise en scène à Bruxelles, au Théâtre du Parvis, qui était dirigé par Marc Libens, et c'est mesure pour mesure de Shakespeare,
qui a vraiment marqué et le public, et les professionnels, et la critique. Donc il y a plusieurs images, on peut les laisser défiler comme ça, un peu. Ça c'était la fin, le pouvoir avec... Il y avait un théâtre de contre-pouvoir, et on montrait qu'il était manipulé par le pouvoir comme des marionnettes pour justement trouver un exutoire, les bouffons du roi, quoi. Voilà, quelques images, donc, décor de Claude Lemaire, donc, grande table. Il y avait un certain Philippe von Kessel, je crois. Il y a Philippe von Kessel qui est là, qui a dirigé après le Théâtre National de Belgique. On travaillait avec Béjart aussi, avec Roudra qui avait fait avec des chorégraphes, Germinal Casado et tout, qui avait aidé à faire ça c'était du théâtre de rue, Bread and Puppet, qu'on faisait au milieu, en utilisant le texte de Shakespeare, mais on le montrait comme étant un théâtre de rue. Voilà. Et puis après, il y a dans le désordre, mais plusieurs images d'un autre spectacle de l'époque, avec les mêmes comédiens. 30 millions de gladiateurs de la Biche. Alors on était parti d'une idée très importante, on a joué le premier acte selon le modèle de l'époque de la création, donc le théâtre La Biche traditionnel, avec des toiles en trompe-l'œil, avec tout l'appareil était typiquement le jeu. On avait copié le jeu des comédiens de boulevard de l'époque d'après la Commune de Paris, quoi, quand la pièce a été créée. Et puis il y avait un problème dans ces 30 millions de gladiateurs où il est beaucoup question d'argent chez La Biche, c'est que les comédiens, avec un écrivain belge, écrit un prologue, c'est-à-dire que les comédiens arrivaient dans les loges, d'abord un très beau décor de Claude Lemaire, il y avait les loges et se changeaient et discutaient du peu d'argent qu'ils gagnaient au théâtre. Et alors, ce qui a beaucoup changé de nos jours. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui se passait, c'est que chaque fois que dans le La Biche, ils devaient parler d'argent, ils avaient des trous. Alors le souffleur, c'est lui qui donnait la réplique. Et puis après, il s'interrogeait après le premier acte, pourquoi on a des trous? Et ils disent parce que le théâtre qu'on fait est un théâtre absolument de boulevard banal et tout ça, il faut qu'on trouve, qu'on invente la réalité, c'est-à-dire le naturel au théâtre. Alors ils inventaient Zola et le théâtre naturaliste, dont on voit là, et il pleuvait, c'est le deuxième acte, ça se passe sur la place du Châtelet, mais en même temps ils inventent peu à peu le film, ça c'est le troisième acte, donc dans l'autre ils inventent le film, disons expressionniste. Ça finissait par des scènes hyper expressionnistes. Ce que vous avez vu avant, le troisième acte se déroule dans le cabinet d'un dentiste, la salle d'attente d'un dentiste, et là on avait travaillé au départ selon des principes stanislavskiens, puis peu à peu ils exagéraient le stanislavskisme et ça donnait l'acteur studio, c'est-à-dire la parodie caricaturale au théâtre du stanislavskisme. Paul Newman, avec qui j'avais discuté une fois quand il jouait à Paris le Long Voyage au bout de la nuit de O'Neill, avec Frédéric March, me disait, parce que je lui disais, mais tu n'utilises pas du tout la méthode acteur studio, il me dit, au théâtre jamais, c'est complètement aberrant, ça sert simplement à produire du jeu très rapidement au cinéma. Mais au théâtre, il était très distancié, il jouait remarquablement au théâtre, très très distancié. Et donc on était parti de là pour montrer le... Alors chaque fois entre les actes, les comédiens se retrouvaient, ils disaient, mais on a encore eu des trous. Alors, c'est parce qu'il faut être réel en profondeur, ils inventaient le réalisme psychologique, là, et alors, ils avaient quand même encore des trous. Alors finalement, après, ils disaient, non, mais c'est parce qu'on s'est planté sur toute la ligne, il faut qu'on joue burlesque et brechtien, et ça donnait, donc après, le quatrième acte, ça, avec Van Kessel, avec Yves Stéphane, bon, et donc, ça donnait un jeu complètement burlesque, très poussé, et là, il n'avait plus de trous. Hein, on n'était pas cons. Hein. On disait aux gens qui venaient, si vous jouez brechtien, vous êtes assurés là de bien jouer. Donc voilà, et puis après on finissait sur le tableau, là, tout le décor se cassait, les comédiens revenaient, après on entendait au loin un accordéon qui n'était pas encore joué par Anne Durand, ni par Dominique Perrin, qui jouait des chansons de la Commune de Paris, comme une citation du spectacle de notre ami Jourdeuil et de Jean-Pierre Vincent, hein, de La Cagnotte, et il y avait simplement ça, et puis au tableau nord, tous les comédiens se rassemblaient, parce qu'on était en fait
au moment où se recréent les syndicats interdits à la Commune de Paris, et il y avait une comédienne qui écrivait, ça durait 30 minutes, c'était un long essai d'éclairage, elle écrivait simplement, très lentement, les gens du théâtre sont aussi des travailleurs. Et dans la salle, c'était l'hystérie complète. Il y avait, je me souviens de Troca, une comédienne belge, qui disait « Mais je ne suis pas un travailleur, je suis une artiste !» Ça crée des mouvements absolument incroyables sur cette fin-là. Ça, c'est 2 ans plus tard à Liège. C'est avec une petite tournante, c'est Paolo Paoli, c'est d'Adamov, très très belle pièce d'Adamov, que je trouve qu'on devrait remonter, parce que c'est vraiment une des pièces les plus extraordinaires qui soit, qui a marché du feu de Dieu, y compris devant les élèves. Parce que c'est une pièce sur toute l'histoire de la France de 1900 à 1914. Toute la montée en plusieurs tableaux, et c'est une pièce extraordinaire qu'Adamov a écrit. Et là, vous avez André Lénars qui est venu ici jouer avec Marc Lubins d'ailleurs, et qui est venu aussi à Carouge jouer le Hitler dans la pièce allemande. Hein, qui est venu avec Simone Audemars. Qui est venu avec Simone Audemars, après aussi, qui joue le prêtre. Voilà, et puis après, je pense que voilà. Alors, ça c'est le retour vraiment en Suisse, c'est donc 74. Un dessin de Roland Deville, il y en a plusieurs. Alors, ce que je propose, hein, parce que on adapte au fur et à mesure, si vous me le permettez, le vous étant adressé à mes camarades de cet après-midi, c'est essayer de trouver maintenant parce que c'est capital, on a eu la France, on a évoqué rapidement la Belgique, bon, il faut absolument que la période suisse soit traitée, et surtout celle qui est la plus ancienne, et en même temps celle qui, correspondant à ce moment-là, est parmi les plus fécondes et les plus inventives du travail de Stégère et de tous les gens avec lui, la période la plus récente pouvant toujours être encore étudiée peut-être par la suite. Donc, je propose à Roland Deville de bien vouloir venir, et je suggère aussi, parce que 74, en même temps, c'est donc le Hamlet à la Comédie de Genève. Richard Vachou devait être avec nous ce soir, malheureusement il s'est excusé, parce que malheureusement il est à l'hôpital pour des soins qui étaient prévus, mais qu'il pensait pouvoir éviter aujourd'hui. Mais c'est aussi très vite la fondation du théâtre, qui va être quand même un moment essentiel de la vie théâtrale en Suisse romande et au-delà, parce que c'est un théâtre qui va tourner. Alors là, je pense que ça serait bien qu'il y ait Yvette Terola et Martine Pachou, si vous le voulez bien, et qu'on essaye de relier, parce que c'est aussi important, Stégère, c'est d'un côté ton rapport à l'institution et au répertoire, et puis en même temps vous avez inventé cette alternative qui est le théâtre, quoi. Donc il me semble que ça vaut la peine. Aussi, je pense que, bon, bien sûr, Yvette, si elle le veut bien, et Martine aussi, viennent. Historiquement, il faut que tu essayes. Mais situe. Non, mais historiquement, il faut se situer en 74, et ça c'est important. Je ne dois pas monter Hamlet, c'est un metteur en scène français qui doit le monter, qui se dégonfle au dernier moment, et avec Roland, comme on avait l'habitude de travailler assez vite, SOS Théâtre, hein, on avait lancé une association, SOS Théâtre, chaque fois que les gens étaient dans la merde, on venait, et en 2 jours on réglait le problème. D'ailleurs, on l'avait fait aux poches, d'ailleurs, ouais, on l'avait fait aux poches avec Alice au Pays des Merveilles, oui. C'est une des rares fois que j'ai fait, ça c'est important de dire, la critique de nos camarades qui jouaient Alice au Pays des Merveilles avec Monod était mais désastreuse. C'était vraiment une des pires critiques que j'ai jamais vues de tous les journaux. Et ils voulaient abandonner le spectacle, et avec Roland, on se dit, non mais on va le refaire, et on répétait Hamlet dans la journée, mais le matin on est libre, alors si vous voulez, on vous refait la pièce. On a refait un texte, on a refait une musique, on a refait un décor, des costumes, on a refait toute une mise en scène en 1 semaine, et le mardi d'après avait lieu la générale du même spectacle, devant les mêmes critiques. Et 1 semaine après, les critiques étaient diamétralement opposées. Donc on triomphait, c'est ce qui a un peu donné l'idée aux gens qui étaient soit dans Hamlet, parce que je déléguais des comédiens d'Hamlet pour aider les comédiens du Poche, en faisant un horaire ménager,
Donc il y avait une solidarité extraordinaire là-dessus, ce qui fait que ça a donné l'idée aux comédiens de proposer de créer le théâtre. Voilà, ça c'est pour l'histoire, je crois que c'est important. Le contexte est tout à fait important. Peut-être quand même, Roland, si tu le veux bien, parce qu'on n'était pas tous avec toi cet après-midi, peut-être on peut resituer ce que vous avez développé comme type de travail par rapport à ce que tu as indiqué, décor, voilà, scénographe. Ça, ce n'est pas encore le théâtre, là. Non, je sais, c'est Hamlet. Hamlet, ça. Oui. André, en arrivant à Strasbourg, nous avait beaucoup parlé aux décorateurs, plus tard scénographes, du travail de Brecht et de ses décorateurs, alors plus tard scénographes, ils sont morts avant, le travail de Brecht et de ses décorateurs, et en particulier d'un décorateur important au Berliner qui s'appelait Gaspard Neher. Il existe des ouvrages d'ailleurs sur Gaspard Neher, et de ne plus privilégier la mise en œuvre du décor, mais de savoir comment, de privilégier l'arrangement, de privilégier un certain nombre par séquence. Nous découpions le texte en séquences, et puis chaque séquence devait proposer, je devais proposer un croquis d'arrangement possible, hein, à mettre en œuvre entre André et les acteurs. Ainsi, ça a donné ce type de dessin qui n'était plus, qui ne sont pas du tout des croquis de mise en place, mais d'arrangement par rapport aux situations. Et à chaque petite fable, pour parler d'elle, hein, en fabulisme, comme dit notre camarade, chaque petite fable attenante à chaque séquence. Donc ça donnait ce type de dessin qui n'était pas du tout des dessins de décor, mais qui allait arriver au décor. Parce qu'on ne prenait pas les choses à l'envers, nous ne faisions pas un décor puis ensuite essayer d'utiliser, mais essayer, à partir du texte et du rapport d'arrangement, arrangement en termes d'ailleurs qui a beaucoup dérangé, hein, Ouais. hein, de proposer à mettre en œuvre un certain type, disons, de jeu, de situation proposée par le dessin, et ensuite d'arriver jusqu'au décor. Nous n'avions pas des moyens extraordinaires pour ce décor d'ailleurs, hein, donc nous avions totalement cassé le théâtre de la Comédie, retiré le plateau et trouvé des planches de chantier. Hein, des planches de chantier et des vieux sapins avec lesquels on avait fait un décor, et ça a donné cela, voilà, on voit les images là. C'était peut-être un spectacle peut-être un peu en avance. Très en avance, oui. Peut-être un peu en avance, parce qu'au lieu de considérer, d'orner, de décorer la scène, on l'avait cassée. Et c'est ce qu'on l'avait détruite, on l'avait déstructurée, on l'avait déconstruite en quelque sorte, terme cher à André, et ça donnait ce type de travail. Ça, c'est les techniciens de la comédie qui étaient habillés aussi, les techniciens de la comme comédie les personnages. jouaient les costumes gammes étaient chimiques. identiques. Quelques images, s'il te plaît. Voilà, Roger Lee et Patrick Ah, Lapp. ça c'est Patrick Lapp d'un côté. Ça c'était les scènes de comédie à l'intérieur, les fameuses scènes de comédie d'Hamlet étaient jouées 4 fois. Une fois selon Shakespeare, une fois selon... J'avais écrit une tragédie grecque avec François Truand, une tragédie classique française, sur le même modèle. Une autre fois, c'était le Living Theatre, qui présentait la même histoire de la souricière. Et une dernière fois, c'était une adaptation empruntée à Richard III de Shakespeare, mais revue par Brecht dans Arthur Louis. Voilà, il y a encore quelques images, je crois, encore là. Ah, est-ce que c'est ça? Ça, c'est moi. Ah, À l'époque jeune, avec la barbe. ouais. Ce que vous voyez en haut, Ah oui, les projecteurs étaient tous vous fermés. voyez en haut, c'était des gamelles de théâtre, on appelle ça des gamelles, des objets de Mais entièrement théâtre, en bois. entièrement construits en bois, montés sur contrepoids, et que les acteurs attrapaient, faisaient descendre S'éclairer eux-mêmes. pour s'écairer eux-mêmes. Voilà, donc nous étions peut-être un tout petit peu en retard en avance. Ouais, voilà. Ça c'est
le faux Arturo Will, joué par les comédiens de l'époque. Alors vous voyez, il n'y avait aucune entrée par les coulisses, c'était condamné entièrement. C'était une palissade, je disais, le Danemark est un endroit en démolition et en reconstruction avec Fortinbras. Donc il y avait une grande palissade au fond, et puis on déplaçait, les comédiens déplaçaient eux-mêmes des planches de chantier pour faire des trous qui amenaient dans les dessous à des escaliers ou à d'autres éléments, quoi. Si, je crois que... Voilà, s'il te plaît. Alors voilà. Le théâtre. Ça, c'est le théâtre. Ça, c'est Yvette. Yvette Thérola, François Japon, Jacques Michel, si je ne m'abuse, et Michel Gleiser, semble-t-il. Alors, est-ce que c'est possible, Yvette, si tu avais la grâce, de nous dire quelques mots sur cette époque? Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est demander à André, dans ton parcours, quand on a créé ça en 74, qu'est-ce que ça représentait pour toi, le théâtre? C'était une urgence, une nécessité, oui. C'était un pièce de... rêve Oui. Les pièces sont de Quan Lan-king. J'en ai monté 3. Simone Audemars en a joué une. Laurence Favre. Oui, on a joué aussi là, à Yverdon. Ça me paraissait important. Quan Lan-king, 1350 en Chine, est considéré en Chine comme le Shakespeare chinois. Et je voulais essayer de montrer qu'on pouvait travailler sur des formes assez étranges, mais en même temps les rendre accessibles au public. Et ce qui s'était passé avec Roland, c'est qu'on travaillait en même temps sur un autre projet en France, donc on faisait des allers-retours, mais on avait fait toute la bande dessinée que vous avez vue, et on avait dit aux comédiens, sur telle réplique, vous devez être dans cette position. Et 4, 5, 10 répliques plus, sur telle réplique, vous devez être dans telle position, on montrait les images, et entre-temps, vous faites ce que vous voulez pour arriver là. Et ça a merveilleusement fonctionné sur les 3 premiers actes, et puis ils ont été incapables de régler, tu te souviens, le problème sur le 4e acte, ce qui fait que j'ai dû, à ce moment-là, dicter le 4e acte, en le reconstruisant complètement autrement, c'est-à-dire en chamboulant le projet littéraire de Bernard Wenneland. Donc on a transformé à ce moment-là. Mais si je puis me permettre, parce que dans la question d'Yvette, il y a ta réponse, mais il y a peut-être aussi par rapport au mode de production, par rapport au fonctionnement, ce que vous avez mis en place, c'était la seule troupe autogérée. Qu'est-ce que ça... Autogérée, transcantonale, c'est quoi? C'était un manque de vision des politiques Oui, ce qu'on voulait... ça c'est une question importante. On voulait éviter de poser la fausse question « on a besoin de subventions pour faire du théâtre ». Moi, je suis contre ce rapport-là. Alors, ce qu'on avait fait, qui était important, j'avais vu la télévision suisse, et ils voulaient essayer de faire un spectacle comme dans un théâtre, une captation, mais dans le grand studio de la télé, le studio 4. Et alors, j'avais dit, j'ai une pièce qui peut très bien passer pour le 2 janvier 75, c'est Le voleur d'épouse. Alors, on vous fait une chose, on vous joue la pièce à la télé avec moins de salaire qu'on toucherait normalement tous. Par contre, vous nous donnez les décors et les costumes, vous nous donnez tout l'appareillage. La télé a accepté. Et donc, on a tourné pour la télé avec moins que normalement, mais ça nous appartenait. Ce qui fait qu'après, on l'a exploité un peu partout. Et on a fait les comptes avec Ursula Petzold, qui était l'administratrice. Finalement, ça a rapporté pour chacun de nous plus d'argent que si on avait simplement touché le cachet de télé. Donc, c'était une question d'inventer une nouvelle stratégie. Ce qui s'est passé après, d'ailleurs, pour répondre à ça, avec l'impresario de Smyrne, de Goldoni, où on a fait un truc aussi incroyable avec Jeanne Lee, avec les gens qui sont là, tout le monde. On a répété à 3 semaines sans être payé. On a mis en place complètement l'impresario de Smyrne de Goldoni. On a appelé la télé, on a dit, est-ce que vous voulez faire une captation? On vous passe une audition. Ils sont venus de la télé suisse à Rolle, on leur a passé, sans costume, sans rien, on leur a passé en répétition le spectacle, ils l'ont acheté et ils ont dit, alors on a dit, on refait la même expérience qu'avec Le voleur d'épouse. Et ils ont été très corrects, la télé, ce qui est rare,
faut le signaler, c'est qu'ils ont dit oui, mais alors on vous paye quand même normalement, et puis on vous donne les décors et les costumes. Et donc on a instauré un nouveau système y compris que tout le monde avait le même salaire dans l'histoire, enfin tout était vraiment égalisé. J'ai d'ailleurs des documents, des discussions qu'on avait au théâtre, je crois qu'on ne le referait pas parce qu'il n'y avait aucun droit, il n'y avait aucun vote. C'est-à-dire qu'on allait jusqu'à l'épuisement d'une discussion, et de l'épuisement de la discussion sortait le projet. Alors c'est vous dire qu'il y a des discussions qui ont duré très longtemps. Il y a quand même une anecdote sur l'impresario de Smyrne importante. C'est la représentation C'est la prochaine image de Liège. Ah oui. Alors ça, c'est une insert, c'est un Brecht en France. Ouais, c'est l'exception de la règle de Voilà, et Brecht, puis après, avec Roland. voilà. Ça, c'est Alors, l'impresario de pour finir Smyrne. cette anecdote Oui. assez rapide, nous avions représenté le spectacle à Angers, je crois. Ouais. Au festival, on l'a beaucoup joué Et nous avions une représentation à Liège, au festival de Liège. au festival de Liège. On arrive à Liège et entre-temps, nos décors et nos costumes avaient disparu, avaient été volés. Nous étions à 3 jours de la représentation. Donc nous avons improvisé totalement en 2 jours des décors, des costumes, en empruntant à droite, à gauche. Non, surtout à l'opéra de Wallonie, parce que j'avais la fille qui avait fait le décor de Paolo Paoli a travaillé comme décoratrice à l'opéra de Wallonie, donc à Liège, et je lui dis, on est dans la merde, il faut que tu nous dépannes. Alors elle a sorti tous les ateliers, on a tout mis en chantier pour pouvoir assurer la représentation. Mais ça nous a été volé. Le seul objet qui nous a été volé autrement, c'est en Suisse, à Yverdon, c'est le robe de la voleuse, c'est la robe transparente de la voleuse dans le balcon, qu'on a dû refaire en urgence à Lausanne. On jouait à Lausanne 2 jours plus tard. Elle nous a été volée par un fétichiste impossible. S'il est là ce soir, je le prie de se dénoncer. Donc là, c'est Michel Gleiser, Daniel Morsa, grande comédienne, Et Terrola. qui est disparue, et Yvette Terrola. Et donc, avec les pièces chinoises, avec cette pièce de Goldoni que Visconti avait exhumée, au fond, Stéger faisait un travail d'exhumation et de relecture de textes Faut dire aussi que très peu connus. on l'a monté pour la télévision au premier degré, mais quand on l'a joué 3 jours plus tard à la Jonction, tout a été refait entièrement par les comédiens eux-mêmes qui ont refait le décor, tout a été changé de A à Z, et on l'a joué au 6e degré. Alors, on continue parce qu'en fait, voilà, alors ça c'est un nouveau dessin de Roland Deville, il y en a des dizaines, c'est pour $1 d'opéra, un nouveau projet du théâtre avec Bernard Benglohan, complice comme Michel Beretti de cette époque notamment. Jeanne Vie Et Germont, et Germont, François Germont, dans qui de est l'art d'opéra. voilà. C'est une parodie de l'opéra de Katsu, mais qui elle-même est une citation, une contrefaçon de l'opéra du Gueux de John Gay et Pépouche que j'avais monté au Festival Handel à Liège. Avec une belle musique de Jean-Marie Avec une Seigna. très belle musique de Jean-Marie Seigna. C'était un opéra, vraiment, il y avait 45 minutes de musique. On l'a joué à Carouge aussi, d'ailleurs. Et on l'a joué à Vidi. Vraiment, c'est un très beau projet. Alors après, bon ça, c'est Travesti, c'est un spectacle important, Thomas Stoppard, pardon. Et on voit Jen Lee, il y a Bidot, il y a De Sartre qui avait repris. Non, là c'est... Non, À gauche, c'est qui? non, c'est l'Arc en Lénine. C'est là? L'Arc en Lénine. C'est un décor de Roland Deville, d'après la bibliothèque de l'Université de Saint-Gall. Saint-Gall. Et c'est un spectacle qui a été créé à Vidi et qui a été notamment joué au Théâtre de l'Odéon à Paris. Et alors, qu'est-ce qu'il y a après? Voilà, Henriette Kratz, je crois. Ça c'est au théâtre de Poche. On ne sait comment, Pirandello. Michel Cassin, Catherine Dégère, donc c'est Pirandello. Aussi un décor de Roland. Là, c'est la cagnotte qui a été évoquée. Il y a Gilbert Divorme qui est là ce soir et qui est à droite. Là. Gnasso. John Gnasso. Là. Et Voilà. Alors, bon. Alors, on s'arrête. Non, attendez. Voilà. André. Là, si vous voulez, on va dire de manière tout à fait arbitraire que ça va être la dernière station de cette... Hein? C'est pour Germont. Tu as toujours été très
C'est le martyr, toi. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Donc, ce qui serait bien, c'est de... alors Martine, peut-être tu peux rester parce que tu es à la charnière entre le théâtre et puis la suite. Non, tu te trompes un peu, moi. Tu fais la fin du théâtre quand même. Oui, mais moi j'étais au théâtre de façon plus périphérique, D'accord. je dirais. Non, mais je veux dire par là que je pense que ça vaudrait la peine. Roland peut rester. De toute façon, Yvette, il ne m'a rien demandé déjà. Hervé. Alors, attends, Hervé, Anne, si vous voulez bien, et comme ça on va terminer avec Anne et Daniel, notamment, qui a été donc non seulement notre accompagnateur ce soir, et c'est pas fini, mais le musicien de plusieurs spectacles de Stégel. Je ne vais pas embêter Simone Audemars. Hein? Non. Voilà, c'est un peu pour évoquer cette époque. Finalement, c'est l'époque où moi j'ai, pour ma part, en 79, rencontré André Stégel. C'est là où je me souviens avoir vu les spectacles de Martine Pachou, que je vois aussi les premières mises en scène d'Hervé Loachmoll, que je vois les premiers décors de Deville, et que Anne Durand n'est pas encore là, mais elle ne va pas tarder à venir dans la région. Donc essayer d'évoquer un peu, d'une part, pour Hervé, mettre en scène par exemple André Stégel, après avoir été son assistant, et puis les points qui vous semblent pertinents à l'un et à l'autre. Moi, je dis une chose, j'ai pas grand-chose à dire, mais je trouve que c'est très beau de repérer ces réseaux, parce que moi, j'avais rencontré André bien avant la création du théâtre. C'est vrai que toute la question de l'autogestion, toute la question des discussions fantastiques qu'il y a eu, notamment cette expérience fabuleuse des Grès intestines à Avignon, où deux auteurs écrivaient jour après jour un texte qui se répétait in vivo devant le public, et que André mettait en scène en public. Et je me souviens de Roland faisant des croquis. Je dois avoir des J'en ai croquis. plein. C'est une expérience tout à fait sidérante, un théâtre en train de se faire. Et c'est peut-être là aussi qu'un certain nombre de réseaux ont pu se créer. Après, moi j'ai beaucoup travaillé avec Roland, on a beaucoup travaillé aussi avec Hervé, puis tous ensemble. Enfin, il y a eu comme ça des filiations qui sont assez émouvantes et belles à repérer aujourd'hui. Donc ça, merci, c'est voilà. important, parce que c'est ça aussi un héritage à assumer et à faire bouger. Ça, donc, c'est l'école des femmes, c'est Molière, c'est Anne Durand, c'est André Stégel, et c'est une mise en scène de Hervé Loachmoll avec le corps de Roland Deville. Et c'est le retour, tu l'évoquais avant, de Stégel comme comédien. Alors Hervé, si tu peux dire peut-être quelques mots. Je ne voulais pas monter cette pièce, c'était une commande. Je tenais à ce moment-là on montait trop de classiques. J'en parlais tout à l'heure avec André. Je pensais à ce moment-là qu'il fallait monter des auteurs contemporains. C'est une première chose. J'ai donc négocié à l'époque avec le... J'ai d'abord refusé. Il s'agissait en plus de remplacer Maréchal. Bref, bon. Venir après Maréchal, pas de l'honneur. Et puis j'ai donc négocié de monter j'ai accepté de monter ça. C'est Roland qui m'y a poussé. Et puis j'ai négocié de faire l'année suivante une création. Je disais bon ok d'accord, enfin classique. Et puis je crois que l'idée est venue aussi. J'avais déjà proposé du travail à André quelques années avant, qu'il avait refusé. Je lui avais proposé un petit rôle dans un Pirandello que j'avais monté. Il avait refusé, le rôle était sans doute trop petit. Non. J'avais refusé ça aussi. J'ai mis une condition pour revenir à la scène. J'ai préparé 2 scènes, que j'ai passé une audition devant les deux qui sont là, Roland et lui, pour savoir si je pouvais jouer. Parce qu'à partir du moment où tu joues plus pendant quelques temps, faut bien savoir qu'on n'est plus sûr. Oui, mais tu as raison. J'allais dire, j'essaie d'être bref, mais pour dire, c'était un moment... bon, je suis fatigué, la journée a été longue.
Mais... Moi aussi, mais oui, je suis pas oui, fait. oui, mais je suis moins résistant que toi. Oui, c'est vrai. Non, puis je trouve que c'est émouvant de revoir ça. Je regarde jamais les photos, donc voilà. J'avais vu la mise en scène de Vitesse 2 ou 3 ans avant aussi, ça m'avait bloqué, je trouvais ça très bien, surtout la scène de la lecture des maximes était formidable. J'avais pas aimé les autres, il en avait fait 4, je n'étais pas un inconditionnel de Vitesse, mais ça m'avait plu, quoi. J'avais été impressionné, je me disais non, je peux pas faire ça, enfin bon, voilà. Bref, et il y a eu l'idée, je voulais me mettre en scène André, mais ça je m'en suis expliqué cet après-midi, je ne vais pas y revenir. Je trouvais qu'André, je l'ai vu bouger encore là tout à l'heure, je suis très admiratif de la façon dont il évolue sur un plateau, quoi. Il a une élégance, il bouge bien, quoi. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc ça part de là, mais je m'en suis déjà expliqué cet après-midi, je ne vais pas recommencer, quoi. Puis il y avait et j'ai proposé à André qui m'a d'abord dit non. J'ai insisté, on avait parlé avec Roland, et il a voulu passer une audition. J'ai dit d'accord, ça s'est passé à Vidi, je sais pas, je crois que c'est Anne qui lui donne la réponse, je sais pas, je sais plus. Ah non, c'est pas, non. Je sais plus. Et puis au bout de... C'était génial cette audition parce qu'au bout de... Bon, enfin, bon, je suis allé comme ça, je me suis dit, mais il sait jouer. Mais il a raison, quand on joue plus, on ne sait plus jouer, c'est vrai, ça faut s'entraîner. Déjà quand on joue encore. Déjà quand on joue encore, c'est jamais. Et donc au bout de... Je me souviens, c'était au bout de... J'étais avec Roland, au bout de... Je sais pas, au bout de 3 verres, j'étais sous les fauteuils en train de hurler de rire. Enfin, c'était génial, quoi. Bon. Donc c'était oui tout de suite, quoi. Enfin, s'il n'y avait pas de problème. Puis j'étais vraiment... Je trouvais génial de mettre André en scène, quoi. Là, j'ai vu des photos de 74, quand on me voit, comme ça. Voilà, j'avais envie de le mettre en scène, quoi. Il faut aimer les gens. Enfin, il faut aimer les gens qu'on met en scène, quoi. Sinon, ça n'a pas de sens. Bon, c'est un peu con à dire, hein, mais voilà. Puis il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Je l'ai dit aussi cet après-midi, il y avait plein de trucs. En voyant les photos des spectacles qu'André faisait, j'étais tout à la fois admiratif et en même temps à des années-lumière de tout ce qu'il faisait. Je l'entends parler, je trouve que c'est génial. Puis en même temps, je suis avec André, voilà, c'était pas simple, quoi. Voilà, il fallait régler tout ça. Et il y avait un point sur lequel qu'il fallait régler, c'était la question de la psychologie. André conchiait la psychologie, moi j'en venais, et je ne comprenais pas. Pour moi, il y a un travail de l'âme sur un plateau. Je ne suis pas un formaliste, on s'en est expliqué avec André éternellement. Je suis même contre ça, je suis agressé par le formalisme, ça m'agresse physiquement, libidinalement. Et j'aime pleurer au théâtre. Et ça, au théâtre, etc., c'était interdit, quoi. Interdit. J'en avais chié avec le réalisme sélectif, ça m'avait bourré, quoi. Le brechtisme à Strasbourg, j'avais été élève jusque-là. Je n'étais plus là. Non, c'est vrai, je n'ai pas eu André comme professeur. Hein. Pas eu comme professeur. J'avais horreur de tout ça. Autrement, il aurait aimé. Au théâtre, je pense que quoi qu'on fasse, je crois, mais on est comme on est. Vraiment, au bout d'un moment, quand on est d'accord sur les fondamentaux, au théâtre, moi je suis d'accord sur les fondamentaux avec André complètement, et puis là on est tous là, on est d'accord sur les fondamentaux. Simplement, à un certain moment, quand on est dans la salle, il y a une question de libido. On entre ou on n'entre pas. Sur le plateau, imaginairement. Ça, c'est très difficile à définir. C'est très compliqué. En ce qui me concerne. Je le dis avec passion, je le dis avec émotion, parce que c'est un truc finalement qui est difficile à expliquer, quoi. Moi, en tant que spectateur, si je pleure pas, si je ris pas pendant une représentation, ben c'est que je me suis fait chier.
Voilà, c'est con à dire, hein. Voilà, j'aime bien les deux. J'aime bien que les affects passent. Ce qui, à mon sens, ne suspend pas le jugement. L'émotion n'a jamais l'émotion, il y en a toujours. Au théâtre, je marque un point de désaccord avec André, mais c'est important parce qu'il sait que je le fais avec affection, avec amour, avec respect et tout ça. Mais je n'étais pas d'accord, et je continue à ne pas être d'accord avec le fait qu'on mettait le rire du côté de comment dire, de quelque chose de positif, et les larmes, c'était interdit. Je ne comprenais pas. Quand on rit, on est ému, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge en nous. Quand on pleure, on est ému. C'est la même chose. Ça ne suspend pas le jugement, sinon alors le rire aussi suspend le jugement. Moi, j'ai jamais eu l'impression, en jouant avec André, que les larmes étaient interdites. Jamais. Mais moi, je m'empêchais pas de pleurer, d'être ému. Okay. Non, mais attends, je crois qu'il faut dire une chose aussi. Moi, je ne vais pas refaire l'histoire à chaque fois. Je pleure beaucoup au théâtre quand c'est beau. À la fin des spectacles de certains de Strehler, de certains du Berlin-Rassel, je suis en larmes. Au moment des applaudissements, parce que je suis submergé par la beauté émotionnelle du spectacle. Mais galvauder des larmes simplement pour faire croire qu'un personnage est... Moi, je me souviens d'avoir vu avec la copine de Blin qui jouait, je jouais avec moi dans Grand-père Visite au troisième Reich pour jouer la femme juive. Elle lisait une page de la Bible avant d'entrer en scène et elle pleurait. Alors elle entrait en scène, elle pleurait, et c'est le contraire de la femme juive. Quand Weigel me l'a joué une fois pour bien m'expliquer ça, c'était extraordinaire parce qu'elle dit c'est une femme de la haute bourgeoisie, odieuse, dégueulasse, qui ne sait pas encore que les lois de 36 vont amener les camps de concentration. Donc elle dit avant, il y en a qui avaient droit à l'insuline et d'autres pas. Moi, je faisais partie de ceux qui ont droit à l'insuline, parce qu'elle est haute bourgeoise. Maintenant, je suis juive, je n'y ai plus droit. Donc, elle commence à prendre conscience, et c'est le récit d'une prise de conscience. Je veux dire, moi, les larmes me font chier quand ça cache quelque chose quand ça cache quelque chose de plus important. Et Hervé le sait très bien, parce que ce sale con me fait toujours pleurer. Parce que je pleure bien en scène, et je me souviens là-dedans, jusqu'où la passion peut-elle faire un mec qui pleure et je vais m'arracher les cheveux, et jusqu'où la passion peut-elle le faire aller, et il s'arrête net, et tout ça, et ça, pour moi, c'est génial quand on utilise les pleurs comme système, parce que, alors, c'est important ce qu'il dit, pour moi, c'est peut-être le plus important, c'est qu'au théâtre, nous ne sommes pas des interprètes, c'est le public qui fait l'interprète. Nous sommes des passeurs de signes. Ce que nous avons à faire, c'est à communiquer les signes les plus clairs, que ce soit de la tristesse, que ce soit... je connais des gens qui font pleurer, qui pleurent en scène et qui font pleurer personne dans la salle. Au contraire, hein, c'est comme les gens qui disent « je joue avec mes tripes ». Hein, bah, on disait les tripes c'est sale, hein, ça ne se montre pas sur une scène. Hein. Donc c'est ça le problème. Je veux dire qu'il y a des pleurs de catégories différentes, mes pleurs à moi sont esthétiques. Toutes ces précisions sont bienvenues. Simplement, deux choses. D'abord, je n'ai pas parlé de celle des spectateurs. Ouais. J'ai parlé de l'effet que ça provoque chez le... Je n'ai pas parlé de celle des acteurs. J'ai parlé de l'effet que provoque un spectacle sur les spectateurs. Or, il serait... Enfin, on peut le dire quand même après 30 ans, ça serait quand même un peu culotté de dire que organiser la représentation pour provoquer une autre émotion que le rire était autorisé. Si vous me dites ça à moi maintenant, c'est vous foutez de moi. D'accord? Bien. D'accord? Moi, non, parce qu'il y a une veine derrière. Vous le savez très bien, je n'étais pas d'accord avec ça. Ça a été un point de clivage. Et qu'en est-il? Il s'agit d'une certaine façon, on pourrait appeler ça, la psychologie était con, chier, etc. Moi, je pense que c'est pas possible, ça. Et précisément, un des enjeux, et c'est là où on s'est retrouvé avec André, et on a fait plusieurs spectacles ensemble, il a
accepté, parce qu'il le savait bien, il a accepté sur scène de faire des trucs. Roland, tu le sais bien, parce qu'on en a beaucoup parlé en coulisses, ces spectacles, on les a fait ensemble. Il a accepté de faire des trucs en scène, aussi bien là que sur Quartet, que sur Coltès, que dans La solitude des champs de coton. Il a accepté de faire des trucs en scène qui étaient absolument bouleversants. Il y a 1000 façons d'organiser les signes, les postures, les émotions, tout ce qu'on voudra. 1000 façons. Mais moi, je tiens, en tant que spectateur, privilégié, quand on est dans la salle tout seul, et puis j'essaie de l'organiser aussi pour les spectateurs, je tiens que il faut employer tous les moyens pour, enfin tous les moyens honnêtes, pour faire comprendre des choses aux spectateurs, pour clarifier les choses, pour éclairer les choses. Et tu l'as fait formidablement. Or, effectivement, la fin, vous étiez à Cour et à Jardin, à Détois, sur l'explication, jouer la fin et je crois que c'était mieux que chez Vitesse, la fin entre Arnolphe et Agnès, jouer cette explication, la jouer comme une vraie scène d'amour, un vrai déchirement. C'était absolument et drôle, et en même temps totalement bouleversant. Alors là, on atteignait avec une pièce qui est encore contaminée par la farce, on sait bien, il y a encore de la farce dans cette pièce, alors on arrivait à un résultat formidable. Quant à la fin de Quartet, je crois qu'on s'était pas trop mal démerdé. D'ailleurs, sur les deux pièces, je vais faire l'éloge d'André maintenant, parce que je dis, voilà, avec quelqu'un qu'on aime, il faut aussi dire quand on n'est pas d'accord, et ce qu'on essaie de chercher ensemble et de trouver ensemble. André m'a beaucoup apporté dans les deux, m'a appris ce que c'était qu'un alexandrin, ce que c'était qu'une dièse, ce que c'était qu'une synèse, je pouvais le savoir, mais lui, il me l'a organisé directement. J'ai pris une leçon pendant 2 mois. C'était très simple à partir de là. Forcément, il cadrait tout, quoi. C'était génial. À partir de là, on est un élève, on suit, c'est génial, quoi. Et sur Quartet, il y a des moments où il m'a aidé à trouver des solutions. C'était pas facile. Donc, il a été très moteur. Mais ce qui a été génial, c'est qu'il a joué le jeu, un jeu qui n'était pas le sien. Quand il vient voir Hamlet Machine, quand je monte Hamlet Machine, qui n'était pas complètement raté, je crois, qu'on avait fait à la salle communale de Plain-Palais, avec Brassard, bon, et puis Ariette Matz, il m'a dit un truc, c'était tout à fait lui, c'est génial à la fin, il n'était pas négatif, il était un peu distant, puis il m'a dit, ah, t'es trop existentiel. Je me dis, mais putain, ouais, j'aime les corps, j'aime la vie, j'aime la... Voilà, faut que ça batte, quoi, faut que ça palpite quand même entre les gens, quoi. Voilà, c'est ça que j'aime. Et, alors quand j'avais fait avec Roland Hamlet, je dis ça, c'est pas pour parler de moi, c'est pour dire qu'il y a là un point très, comment dire, sensible, de complicité, de différence. André a été d'accord de jouer un jeu que fondamentalement, quand il faisait lui de la mise en scène, c'était pas son truc à lui, c'était pas sa vie. Il l'a joué, il l'a vachement bien joué, mais vraiment pleinement. La mort à la fin, qui n'était pas, peut-être pas complètement réussi comme truc, le Coltès, ça c'était pas mal, voilà. Dans La solitude des champs de coton, la mort dans la flaque d'eau. C'était pas mal parce que le metteur en scène ne subissait pas le bain dans la flaque d'eau froide. Oui, mais c'était vachement bien. J'arrivais à faire mourir André. J'arrivais à faire mourir André dans une flaque d'eau. C'était très beau. Il a accepté ça. C'était vraiment très généreux de sa part parce que, en réalité, on a réussi à dialectiser deux points de vue théâtraux, à les rendre complémentaires, qui étaient. Voilà, ça c'était très beau. Excusez-moi, je suis un peu long, mais c'est bien qu'on parle de ça, parce que ça a été un moment, si on avait le temps, on pourrait faire le point théorique et politique. On revient demain. Non, sur ce qu'il en était, parce que tout à l'heure Jean a posé des questions sur ce qu'il en était de Brecht à ce moment-là. Moi je l'ai vécu en tant qu'élève à Strasbourg, puis ça m'a bourré, quoi.
la façon dont je l'ai appris, mais en même temps, 10 ans après, je reprenais la décision sur laquelle vraiment on m'avait gonflé, hein, bon. Et après j'ai monté ce texte 10 fois, partout, bon. Donc on pourrait se poser la question de la pédagogie, du rythme d'incubation d'une pédagogie, de ce qu'on apprend, et, mais oui, je suis revenu après, pour ça, il y a une histoire du brechtisme à faire, je suis revenu après alors ça c'est André jouant Brecht, avec Nadin, Marin, Yann Pugin. Ouais, politique correct, ouais, c'était un truc pas mal ça, hein. C'était bien démerdé je crois, avec André, Pierre et Anne aussi. C'était un dérogatoire de Brecht, prendre devant la... Sauf qu'il n'osait plus me faire jouer avec Anne. Non, il y aurait une histoire du brechtisme à faire, parce que moi je suis revenu à la décision de Brecht par Muller, donc par Jourdeuil qui est là. J'ai refait je me suis réapproprié Brecht, qui m'avait vraiment été transmis d'une façon qui ne me convenait pas à l'époque. Je me suis réapproprié Brecht grâce à Jourdeuil qui est là. Et tout à l'heure, les questions qu'il posait André me semblaient vraiment importantes, parce qu'il y a une histoire qui est sans doute pas tout à fait établie. Chacun a sa petite histoire liée à Brecht. Tu parles. D'accord. Oui, bien sûr, on peut citer l'émotion et la ressentir. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, mais je pense que Yvette a raison. Donc, ce que je propose, parce que tout de même, j'aimerais pas qu'on rate ce travail assez admirable que Maurizio Giuliani, depuis maintenant, c'est lui qui filme là avec son camarade, entreprend sur Stégère, si j'ose dire, et je l'ai indiqué, il y a un documentaire qui vient de terminer sur les 3 dernières années du travail de Stégère, metteur en scène et comédien, et il a eu l'amitié de nous faire expressément pour ce soir une sorte de morceau, je crois, de 50 minutes pour conclure la soirée. Donc, enfin, nous sommes entre gens qui aiment le théâtre. Alors, attendez-moi. J'aimerais bien proposer, si Anne est toujours d'accord, parce qu'il y a eu cette suggestion, si Daniel Perrin, que je remercie aussi d'avoir accepté ce partenariat délicat, de terminer, pas en musique, parce que c'est un peu crétin, mais avec vos propositions, notamment celles que tu faisais par rapport à cette chanson. Oui. Tu es toujours d'accord? Oui, alors, je proposais juste comme André chante merveilleusement les chansons de Trenet, il connaît non seulement les paroles et la musique, mais c'est très drôle de le voir chanter, il connaît toutes les mimiques, les levées de sourcils, les trucs de bras et tout. Et donc, non. J'ai pensé qu'on pourrait lui chanter une chanson ce soir. Et je vous ai amené les paroles, vous connaissez tous l'air. Alors, je vous donne des petits tas que vous faites passer. Je tâte André à la porte du garage. Oui. On va chanter. Il chante en vrai? Ah, c'est un coup, hein. Tout le monde chante, non? Ouais. Quoi?